On va enchaîner avec une table ronde qui sera surtout un temps d'échange avec vous toutes et tous, en présence donc de Olympe de Gey, que vous avez entendu tout à l'heure, qui est autrice, réalisatrice féministe, avec Amy Head, qui est donc ancienne CPE, qui s'est reconvertie dans le champ de l'économie sociale et solidaire en montant une association qui s'appelle La Foudre prend racine, qui est une association d'éducation populaire. On va avoir l'occasion de reparler aussi de ce que tu fais, Amy. Et avec nous également Nadia El-Bouga, qui est sexologue clinicienne, sage-femme, autrice aussi d'un livre qui s'appelle La sexualité dévoilée, qui est également animatrice radio chez Beurre FM. Je précise également que Olympe a également écrit des livres, donc Sex Talk, Jouir est un sport de combat. Donc on va avoir aussi l'occasion de reparler de tout ça. Donc pour rebondir aussi sur tout ce que tu as amené tout à l'heure, une des premières questions qui, moi, me vient, c'est justement comment on parle de sexualité et de porno, c'est-à-dire si on en a vu, si on a envie d'en parler, avec des publics jeunes et moins jeunes, justement. Comment on brise ce tabou, comment on brise la glace? Qui veut commencer? On rentre dans le dur tout de suite. Je vais répondre en tant que de ma place de parent, pour le coup, parce que j'ai 2 enfants qui ont 10 et 12 ans, et connaissant la statistique que tu as citée tout à l'heure, d'enfants de 9 ans qui tombent le plus souvent accidentellement sur des images pornographiques, en fait, moi, j'ai pris les devants. C'est-à-dire que j'ai dit à mes enfants, vous pouvez, parce que je sais que je ne peux pas les protéger de ces contenus-là s'ils jouent sur ordinateur ou s'ils se retrouvent à jouer à un jeu sur téléphone. Je leur ai dit, en fait, vous pouvez tomber sur des images qui vous heurtent ou que vous trouvez bizarres. Enfin, j'ai mis des mots aussi qui pouvaient comprendre. Et si vous tombez sur des images comme ça, on peut en parler, on peut en discuter. Je peux vous expliquer ce que c'est. Je dis souvent, il y a des dames, elles sont nues. Voilà, par exemple. Donc, du coup, ils sont prévenus. Donc, je leur redemande régulièrement si jamais ils ne sont pas tombés sur des images comme ça. Bon, jusqu'à présent, je touche du bois. Soit ils sont tombés dessus et ils se sont dit « Ok, c'est le truc bizarre que nous a dit notre mère, on zappe ». Soit ils ne sont pas tombés dessus et tant mieux, quoi. Voilà. Nadia? Bonsoir à toutes et à tous. Vous m'entendez? Oui. Je rejoins tout à fait ce que vient de dire Amy, dans le sens où il y a 2 postures. Celle de l'anticipation et celle, entre guillemets, du rattrapage. C'est-à-dire, voilà, utiliser l'événement pour pouvoir rebondir et échanger. En tant que sexologue clinicienne, les 2 se valent. C'est-à-dire que être dans l'anticipation chez un enfant et pour le coup peut-être aller squeezer son imaginaire ou son processus de découverte peut être tout autant nocif que d'attendre qu'il soit confronté directement à des images qui peuvent être traumatiques. Parce que là aussi, il ne faut pas entrer dans le systématique. Il y a tout un contexte aussi à prendre en compte. Tous les enfants ne ressortent pas forcément avec un trauma s'ils ont été exposés à des images de nudité ou d'actes sexuels. Ça dépend quelles images ils ont vues, quelles scènes à laquelle ils ont été confrontés. Voilà, évidemment, tu parlais de triple clito tout à l'heure. S'ils tombent sur une triple pénétration, oui, peut-être que là, ils vont se poser des questions s'ils n'ont pas eu déjà les bases anatomiques qui ont été transmises. Moi, je dirais que le plus important, c'est très tôt déjà de parler du corps, de leur corps, et de poser les mots. Très souvent, quand on commence avec les enfants dans leur éducation de façon générale, on va leur dire « Comment ça s'appelle ça ?» Le nez, oui, tu dis trop mignon. Et ça, les oreilles, ah oui, c'est bien. Voilà, et puis tout à coup, on descend, et puis du nombril au genou, il n'y a plus rien. C'est le no man's land. Je connais rarement des parents qui disent « C'est quoi ça ?»« Oh, la ville, c'est mignon. » Et je pense qu'on devrait le faire, justement. On devrait le faire parce que ça débloquerait pas mal de choses et peut-être que les traumas seraient présents, mais sur des situations effectivement justifiées, de scènes pornographiques qui sont hardcore et qui traumatiseraient même des adultes.
Et qu'est-ce qu'on dit à des parents qui justement sont pas à l'aise déjà de faire ça, c'est ta vulve? Par exemple, toi, qu'est-ce que tu leur dirais pour les encourager à le faire, pour briser le tabou déjà à l'échelle des parents? Alors la base de la base, il faut savoir que les enfants sont très perspicaces et ils lisent en nous comme dans un livre ouvert. Donc faire semblant qu'on est ultra à l'aise avec les questions en lien avec les sexualités, alors qu'à l'intérieur, on est complètement nauséeux ou nauséeuse, ils le sentent. Donc posez dès le départ, soyez vraiment honnête et sincère avec vos enfants et dites-leur si vous êtes mal à l'aise. Posez-le comme postulat de départ. Je ne suis pas à l'aise avec ces questions. Non pas que la sexualité soit mauvaise, ou les sexualités ne sont pas mauvaises, c'est que moi, dans mon éducation, je ne suis pas à l'aise avec cette question parce que papi, mamie m'ont pas parlé de ça, ou tonton, ou tata. Posez-le. Et je vous assure, ça désamorce parfois pas mal de situations. Et les enfants sont très empathiques, contrairement à nous, les adultes. À l'échelle du collège, du lycée, comment on observe justement ces effets de la pornographie, de la consommation de pornographie, d'images pornographiques? Toi, Amy, qui a été en milieu scolaire, justement, à l'éducation nationale, quels sont les effets de cette consommation que tu as pu observer? Les effets que j'ai pu observer, c'est que certaines ados deviennent eux-mêmes producteurs de pornographie. C'est les fameux nudes que les ados s'échangent entre elles. Et donc, ça, des âges très jeunes, 11-12 ans, on peut avoir des photos qui circulent. Et puis, évidemment, avec les effets qu'on connaît, c'est-à-dire que celles des garçons ne vont pas circuler comme celles des filles. Donc, après, on assiste à énormément de slut-shaming, d'utilisation pour pourrir la réputation des ados-filles qui osent avoir une sexualité, bon, bien qu'elles soient encore tournées vers le garçon qui souvent a réclamé, voire extorqué en fait, ces images sous la menace et sous le chantage. Des fois, après, c'est dans des situations aussi qui sont consenties et du coup des situations de trahison qui sont assez difficiles. Et ça, le rapport des adultes à ça, il est souvent pas très OK parce qu'il est très moralisateur. Donc on va dire de nos places d'adultes, d'éducatrices, de profs, d'équipes de direction dans les établissements qu'il ne faut pas partager ces images parce qu'on ne peut pas faire confiance. Alors que le fait est qu'elles le font, donc, et que ça continue, ça reste toujours une dynamique qui existe. Et en fait, ce que je pense qu'il faudrait faire, c'est de questionner pourquoi elles font ces images, pourquoi elles les envoient, pourquoi aller voir les garçons et leur expliquer pourquoi dans l'intimité, quand on nous partage quelque chose de ce type-là, on le partage à personne d'autre. Pourquoi en fait là ils le partagent quand même. Alerter aussi sur le fait que du coup ces élèves-là produisent de la pédopornographie puisqu'ils sont mineurs, donc ça tombe sous le coup de la loi et que vraiment leur apprendre à être critique par rapport à cette pratique. Et qu'on retrouve chez les adultes, c'est ça souvent aussi qui est la plus grande hypocrisie, moi, que je trouve, c'est qu'on fait comme si les adultes ne s'envoyaient pas des nudes. Breaking news, on s'envoie des nudes. Donc, et on a les phénomènes de revenge porn, comme les ados ont, voilà. Donc, ça, faut en discuter, il faut être transparent et clair sur ces sujets-là, aussi avec les ados, en fait. Là, du coup, tu touches aussi au sujet du consentement. Aujourd'hui, dans un monde idéal où il faut justement que cette culture du consentement se diffuse, alors Olympe, t'en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est quoi aujourd'hui? Imaginons, là, on construit, on fait un petit paysage, une photo, là, où on est avec les écoles, dans l'espace du foyer. Et qu'est-ce qui se met en place aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on met en place comme pratique qui n'existe peut-être pas aujourd'hui pour que justement cette culture du consentement, cette libération de la parole, qu'on se sente plus à l'aise de parler de vulve, de parler du porno qu'on a vu ou du nude qui a été envoyé? C'est quoi, d'un point de vue très pratique, ce qui existe dans ce monde idéal, selon vous? Waouh. Moi, pour mettre en pratique cette culture du consentement, j'ai réfléchi à un genre de concept qui s'appelle la gymnastique du consentement. Et en fait, ce que je propose, c'est qu'on pratique le consentement un peu tous les jours. En fait, je pars du principe que c'est pas
en fait, personne ici n'a grandi dans une culture du consentement. On a plutôt grandi dans une culture du viol, on a plutôt grandi aussi dans une culture où on nous apprend que si on veut arriver à quelque chose dans la vie, il faut sans cesse se dépasser, repousser nos limites, etc. Donc c'est vraiment pas une culture qui nous apprend à dire non, stop, là, moi là je le sens pas. C'est pas une culture aussi qui nous apprend à écouter les autres. Donc voilà, je me dis, c'est comme la gymnastique, le consentement, ça se muscle. Et je trouve qu'on peut s'entraîner un petit peu tous les jours sur des situations qui ne sont pas potentiellement aussi traumatisantes qu'un rapport sexuel qui se passe mal. Donc par exemple, je prends l'exemple de quand on va boire un verre avec des amis, qu'on retrouve une amie, lui dire... est-ce que je peux te faire la bise ou est-ce que je peux te faire un hug ? Si on a envie de partager avec notre ami quelque chose qui a été un petit peu difficile pour nous, demander l'autorisation avant. Est-ce que tu es OK pour que je te raconte un truc qui m'a vraiment chagriné, enfin, une expérience assez triste, assez difficile. On peut aussi le faire typiquement dans le cadre de la famille. Avec les enfants, j'en parlais avec Charline justement, et elle me raconte que pour avoir la culture du consentement dans sa famille, quand elle voit qu'un de ses enfants est triste, elle dit est-ce que tu as envie d'un câlin ? Mais enfin, elle va pas lui faire un câlin. Elle dit si tu as envie d'un câlin, mes bras sont ouverts pour toi. Laisser un espace intime à son enfant, frapper à la porte avant d'entrer, lui proposer de se doucher seul et d'appeler seulement si c'est nécessaire, lui demander si c'est OK d'enlever son pyjama. Et en fait, avec cette pratique dès le plus jeune âge, sur tous ces sujets-là, du coup, l'enfant va apprendre que son corps, c'est son corps, qu'on doit lui demander l'autorisation avant de rentrer dans son intimité, etc. Et puis, il n'y a pas que dans le cadre familial, il y a aussi, moi je pensais à des exemples comme le sport, où en fait, où on va avoir les massages, on en parlait, où on a des contacts corporels, en fait. Par exemple, cours de yoga. Un prof de yoga qui va demander... c'est OK si je repositionne ton bassin, là, pendant que tu fais je sais plus quoi. Pourtant, je pratique le yoga depuis des années, mais alors, bon, voilà. En fait, ce serait la base. Le coiffeur, est-ce que je peux détacher vos cheveux ? En fait, il y a plein d'endroits, il y a plein de moments dans la vie où on a des contacts corporels avec des étrangers. Et je trouvais même que ça pouvait se pratiquer aussi, même quand on n'a pas de contact corporel. Je vous donne un exemple. Moi, je suis une personne plutôt introvertie. Quand on m'appelle au téléphone, souvent, je suis là. Voilà. Du coup, j'aime bien qu'on me prévienne, j'aime bien qu'on prenne rendez-vous avec moi. Alors, par exemple, et ça, je pense qu'en plus, les jeunes générations, vous êtes de plus en plus plutôt échange de messages que voilà, on fait sonner le téléphone. Et du coup, par exemple, je trouve ça intéressant de demander à la personne avant de l'appeler est-ce que je peux t'appeler ou est-ce que tu préfères que je t'envoie un SMS ? En fait, le consentement, je trouve que ça se décline sur absolument tous les aspects de la vie. Et je me dis, si on commence à pratiquer ça sur ces petites choses, qui n'ont pas des gros enjeux hyper graves, et après, dans des situations d'intimité sexuelle, ça va venir plus facilement. De dire, est-ce que tu as envie que j'enlève ton haut ? Comment tu te sens là ? Est-ce que ce que je suis en train de faire, ça te plaît ? Est-ce que tu as envie que je continue ? Est-ce que tu préfères que j'arrête ? Voilà, pour moi, c'est vraiment un truc d'apprendre à poser des questions, apprendre à écouter ce que l'autre a à dire. Bon, après, je peux continuer pendant trop longtemps. Je veux bien rebondir sur ce que tu dis. C'est très intéressant parce qu'effectivement, quand on parle consentement, c'est toujours en lien avec l'autre et jamais en lien avec soi-même. Est-ce que je consens, moi, déjà, à vouloir faire telle ou telle chose ? Tu l'as très bien dit dans ton talk. Effectivement, on ne se connaît pas déjà suffisamment soi-même pour pouvoir jauger son propre consentement. Ça, c'est une chose. Et autre chose, moi, je dis que on est dans le cadre de l'éducation aux sexualités. Elle commence très, très, très tôt. Et là, c'est la sage-femme qui parle. In utero, déjà. C'est-à-dire que la façon dont on va personnaliser son enfant, parler avec cet enfant, lui donner vraiment forme complète et l'accueillir, c'est-à-dire quand la corporéité est là, rares sont les parents qui, lorsqu'ils vont changer une couche, l'annoncent au bébé. Alors moi, on m'a ri au nez quand même, en disant non mais attendez, on n'est pas sorti de l'auberge là. Si à chaque couche je dois m'annoncer, ouais.
comme rentrer dans la chambre de son bébé, ben ouais, on s'annonce aussi. Et ça, ce sont des éléments préliminaires du consentement, plus tard. Donc c'est très important, c'est pas être venu de Mars ou de je ne sais où que de commencer à faire ça. Et commencer à faire ça, c'est déjà préparer notre avenir consenti. Et pour répondre sur la question de l'école, nous, avec La Foudre prend racine, on fait aussi des interventions en milieu scolaire où on essaye d'avoir un rapport d'horizontalité avec les élèves, bien qu'on soit des adultes dont ils n'ont absolument pas l'habitude dans un cadre scolaire qui est très hiérarchique et très descendant. Et on évoque avec eux des sujets autour voilà, des droits des femmes et des minorités de genre, des sexualités LGBTQIA+, les hétéras bien sûr, hétéros. Et on leur laisse la place de s'exprimer, ne pas s'exprimer, participer, ne pas participer. Et on fait plein de choses avec LE, et notamment on fait des restitutions à l'ensemble de l'établissement. Et ce dont on s'est rendu compte cette année, c'est que souvent, tout ce qu'on fait, c'est détricoter derrière par les enseignants ou les personnels eux-mêmes, pas tous. Certains sont des alliés, mais d'autres ne sont pas du tout au fait des enjeux. Et donc, du coup, là, un peu notre résolution l'année prochaine, c'est de ne pas démarrer d'intervention en milieu scolaire sans avoir au préalable formé les équipes et commencer à leur faire déconstruire chez eux ces questions-là et se poser des questions sur eux-mêmes en tant que personnes, ce que la plupart du temps, on ne leur demande pas en vrai, et c'est pourtant méga important. Voilà. Oui, je rajouterais même que sur la formation des professionnels de l'enfance, de l'éducation nationale, nous aussi on intervient chez Nouveau Cycle auprès de professionnels des missions locales. Il y a un intérêt aussi à le faire dans le sens où ce qu'on observe aussi, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas à l'échelle de l'éducation nationale, on est censé avoir 3 séances d'éducation aux sexualités et à la vie affective entre le collège et le lycée. Donc, globalement, aujourd'hui c'est décrit que ce n'est pas le cas, et nous on l'observe aussi. Il y a un manque de moyens aussi à faire intervenir du personnel extérieur, enfin des associations comme les nôtres, au niveau de l'éducation nationale, et en plus des programmes qui sont ultra chargés, des enseignants qui n'ont pas forcément d'espace pour nous accueillir. Donc il y a déjà tout ce travail à faire en amont quand on est une association, mais c'est vrai que former aussi ces professionnels-là, ça permet aussi de pérenniser, de diffuser toujours cette éducation au sein de l'établissement. Et justement là-dessus, au niveau des milieux scolaires, toi, Amy, aujourd'hui, tu interviens. Oui. C'est quelque chose qui, donc tu expliques, c'est assez difficile. Au niveau des élèves, c'est réceptionné comment de ton côté ? Alors, ce qu'il y a, c'est que nous, on n'a pas travaillé vraiment sur la sexualité ou les sexualités en tant que telles. On a travaillé cette année plutôt sur, comme je disais, le 8 mars et le 17 mai, et essayer de travailler sur les violences sexistes et sexuelles, et sur l'égalité. Mais pour moi, en fait, surtout on était en collège aussi, donc je pense peut-être en lycée, il y aurait plus de choses qui seraient ressorties autour des questions des sexualités. Mais c'est important parce que, en fait, ce qui est derrière tout ça, c'est quand même le cis-hétéropatriarcat. Voilà, le mot est lâché. Et ce qui se joue dans la sexualité... Est-ce que tu peux juste expliquer ce que c'est ? Le cis-hétéropatriarcat, c'est la domination patriarcale, donc des hommes sur les femmes. Et si ça fait référence aussi que c'est les personnes qui s'identifient leur sexe est identifié aussi à leur genre. Et hétéro, ça veut dire qu'on vit dans un ordre social quand même qui veut qu'on est considéré comme de base hétéro et que c'est la norme et que toute autre sexualité est déviante à cette norme. Donc qu'on soit lesbienne, bi ou pan, ou encore d'autres choses, mais je ne vais pas vous tout détailler. Donc voilà, avec cette idée que ces sexualités-là seraient marginales par rapport à l'hétérosexualité, alors que l'hétérosexualité, c'est un ordre social et politique qui ordonne le monde à l'heure actuelle, puisque le mariage, les enfants, c'est... Enfin, bon, je ne vais pas vous refaire tout ça. Et donc, du coup, ce qu'on voit à l'adolescence, les relations entre ados, déjà, enfant, il y a une non-mixité qui est très forte, garçon d'un côté, fille de l'autre. La puberté fait intervenir des notions de... On est censé se désirer les uns les autres.
Et en fait, les filles, elles sont censées vouloir avoir un premier rapport avec une personne dont elles sont amoureuses, ce genre de choses, alors que les garçons sont censés coucher avec plein de filles. Donc on ne sait pas très bien qui est censé coucher avec qui dans ce genre d'affaires. Voilà. Et ça, ça joue aussi sur la vision qu'on a de la pornographie et de quelle est la place des filles et la place des minorités de genre aussi. La réflexion que je me suis faite quand vous m'avez invitée sur la table ronde, c'est je suis un ado, moi je n'ai pas vécu parce que j'ai fait un coming out tardif, mais je me suis dit je suis un ado qui appartient à la communauté LGBT. J'ai très peu de représentation de la sexualité, de ma sexualité dans les séries télé, les films, les films pas pornographiques, même si ça évolue avec des séries, on en a parlé tout à l'heure, comme Sex Education, etc. Mais donc du coup, pour aller chercher à quoi ressemble ma sexualité, je vais aller voir de la pornographie, peut-être encore plus que des personnes hétéros, pour y trouver quelque chose, et ça peut faire très peur. Et vraiment se dire, ok, est-ce que je suis vraiment gay, lesbienne, bi, parce que là, ce que je vois, j'ai pas du tout envie de le faire, ou voilà. Et ça, c'est problématique aussi, parce que je sais pas si ça a été dit comme ça, mais beaucoup du porno est du porno hétéro, ou si c'est des personnes, des femmes qui couchent ensemble, c'est pour le regard du mec hétéro, et ça, c'est problématique aussi. Donc voilà, jusqu'à peu, quand on tapait lesbienne dans Google, on tombait sur de la pornographie faite pour des mecs hétéros. Voilà, ce sont des vraies questions. Voilà. J'observais toutes les têtes qui faisaient ça dans le... Ouais. Justement, pour revenir un peu plus dans le cœur du sujet de pornographie, donc je voulais te poser la question justement de quand je suis une personne LGBT jeune, quels sont les repères que je n'ai pas finalement quand je regarde cette pornographie ou que j'aime et qui ne sont pas les bons. À écouter tout à l'heure ce que tu disais aussi sur la pornographie alternative. Moi, hier, je suis intervenue avec une journaliste de TV7 et je lui expliquais que Vox, par exemple, c'était malgré tout interdit aux moins de 18 ans. Elle disait, ah bon, mais comment ça se fait? Alors, du coup, j'ai deux questions. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les ressources qui existent en pornographie alternative, nous donner un peu une vision de tout ce qui existe dans la mesure du possible, et aussi, est-ce que, justement, selon toi, ton avis, et le vôtre est intéressant aussi, ce type de contenu doit être davantage diffusé et orienté vers la jeunesse? Alors ça fait le pont avec ce que tu disais sur les podcasts qu'on pourrait diffuser, par exemple, à l'école, mais qu'est-ce qui existe? Alors après, les podcasts qu'on diffuse à l'école, pour moi, c'était pas des épisodes de Vox, hein, c'était vraiment des contenus d'éducation sexuelle. Non. Bon, voilà, juste pour préciser. Et en fait, on en parlait juste avant à la pause. Moi, contrairement en fait, à des figures connues de la pornographie, je pense à Ovidie, je pense à Nikita Bellucci, je suis beaucoup moins radicale sur le fait qu'il faille vraiment en fait, empêcher l'accès des sites pornographiques, même les tubes mainstream, aux personnes qui sont mineures. Parce que en fait, je crois pas qu'on puisse le faire, tout simplement. En fait, techniquement, en fait, pour les adultes, pour les mineurs, c'est la même chose. Je crois que ça fonctionne pas. Alors attends, pourquoi je disais ça? Tu peux me redire ta question? Par rapport au contenu, ce qu'on y trouve, et effectivement, je posais la question de jusqu'où il faut le diffuser auprès des publics jeunes, notamment en dessous de 18 ans. Donc du coup, le fait que je me dise ok, on peut pas interdire, ça n'existe pas de censurer complètement l'accès aux mineurs qui sont digital native, qui savent très bien comment installer un VPN sur un téléphone. Disons, en fait, tu vois, pardon, hein, je suis un peu fatiguée là. Je m'émousse un peu. En fait, Vox, c'était typiquement un sujet où j'étais un peu mal à l'aise parce que sur le compte Insta, on recevait beaucoup de messages de jeunes filles, 14, 15 ans, parfois 13, disant wow, merci pour ce que vous faites, c'est super. Est-ce que vous pouvez me conseiller d'autres contenus pornographiques où je suis sûre que ce sera safe, que je ne serai pas choquée? Et en fait, moi, ça me mettait dans une position terrible parce que non, je n'ai pas le droit de mettre à disposition de mineurs de la pornographie. En fait, c'est complètement contre la loi. Je préfère néanmoins qu'une jeune fille aille sur Vox plutôt que sur YouPorn.
Donc en fait, moi je répondais un truc qui me mettait pas en danger. Je répondais, écoute, moi à ton âge, je lisais des contes libertins du XVIIIe siècle et des BD érotiques dans le placard de mon beau-père. Bon, voilà, donc essaie de lire, d'écrire, voilà. Bon, mais c'était tout naze parce que donc j'ai pas véritablement de solution, si ce n'est que je trouve qu'il faudrait juste qu'il y ait des contenus pornographiques beaucoup plus regardables par n'importe qui est curieux de la sexualité, quoi. Et qu'est-ce qu'il existe comme contenu pornographique alternatif ? En fait, c'est généralement le gros obstacle au fait que les gens consomment du porno éthique, c'est l'argent, tout simplement. Parce qu'en fait, le porno éthique, féministe, alternatif, c'est payant. Et ce sont des abonnements qui peuvent coûter d'ailleurs relativement cher. Et c'est un gros frein. C'est un gros frein quand on n'a pas les moyens, tout simplement. C'est aussi un gros frein quand on a grandi dans un monde où payer pour le porno, ça n'existe pas. C'est un contenu qui doit être là, gratos. Voilà, on revient à ce truc de la sexualité qui n'a pas de valeur, etc. Pourquoi je paierais pour ça ? Donc là-dessus, il y a tout un discours à tenir, à expliquer pourquoi c'est important justement de soutenir financièrement les personnes qui proposent des contenus alternatifs. Alors moi, les sites que j'aime bien pinklabel.tv, c'est un site qui est anglophone, je crois qu'il est américain, mais je suis pas sûre. Et ils ont un abonnement qui est pas trop coûteux. Ils ont aussi la possibilité, ce qui est assez rare, de louer ou d'acheter les films un par un. Il y a des courts-métrages, il y a des longs-métrages, il y en a pour tous les goûts. Il y a un truc qui est super là-dessus, c'est qu'il y a des pornos éducatifs, mais vraiment, genre des tutos. Genre comment faire un CUNY, voilà. T'as 1 heure de contenu là-dessus, c'est comme une formation, quoi. Non, mais c'est un MOOC, ouais. Non, mais c'est vachement bien parce que tant qu'à faire, si on va regarder du porno pour ça, ce qui est moi par exemple, là direct, voilà tu as un vrai contenu bien, c'est bien expliqué, c'est clair, voilà. Donc voilà, moi je recommande ça. Est-ce que c'est du porno ? Est-ce que ce type de contenu, on peut le classifier ? Alors après, je ne parle pas de la classification légale et compagnie, parce que c'est vrai qu'il n'y a que pour les sexualités où le visuel pose problème. C'est-à-dire, quand on va apprendre à jouer du piano ou du violon ou je ne sais quel instrument, pour les personnes qui ont un canal visuel et qui ne fonctionnent pas avec l'auditif et autre chose, ça ne servirait strictement à rien en fait, de proposer d'autres supports qui ne leur parleraient pas. Donc la question, mais vraiment philosophico-sociologique à se poser, c'est quel est le problème que l'on a en fait avec le visuel concernant la sexualité. Par exemple, un tuto sur faire un cunnilingus ou une fellation ou d'autres actes sexuels pose problème à partir du moment où on parle de mineurs majeurs. Mais en réalité, sur le terrain, actuellement, ça pose problème même pour les majeurs, si on veut réellement s'enliser dans cette question-là. Donc, je pose la question, à quel moment le label porno est posé réellement ? Écoute, moi, je fais ça très simplement. C'est porno si ça représente du sexe non simulé. Sinon, c'est érotique. Donc déjà, je classe ça comme ça. Mais effectivement, on peut beaucoup plus... on peut se poser la question différemment. Moi, après, je me dis, c'est ça la définition. Donc du coup, Vox, c'est du sexe simulé en très grande partie, sauf que pendant le premier confinement, comme en fait, il y avait des travailleurs et travailleuses du sexe qui étaient dans des situations catastrophiques, moi, par exemple, les performeurs porno qui n'avaient plus du tout de moyens de tourner, puisque tout était fermé. Puis, évidemment, ils n'ont pas le chômage. Enfin bon, vous imaginez bien. Et donc, on leur a proposé de faire des scènes de chez eux, qui étaient du coup des scènes non simulées. Juste, ils s'enregistraient. C'est des scènes de masturbation. Ils s'enregistraient avec leur téléphone. Nous, on diffusait ça sur Vox. Comme ça, on les payait, on les soutenait. Et Vox continuait aussi de tourner, parce qu'en plus, pendant le confinement, la fréquentation a vraiment augmenté, quoi. Il y avait, les gens étaient disponibles. Et donc voilà. Et là, disponible et stressé. Ouais. Et donc du coup, on s'est mis à avoir du sexe non simulé sur Vox. Et là, pour se mettre dans les règles, c'est là qu'on a mis un paywall, donc un mur où il faut payer, quoi, pour le franchir. Après, on a toujours 10 épisodes qui sont disponibles gratuitement, qui tournent. Qui sont érotiques du coup, mais voilà, le contenu pornographique à proprement parler est payant pour qu'on soit en accord avec la loi. Après, il y a plein de choses à dire sur ce truc
enfin, de payant et tout, parce que pardon, on rentre dans un truc un tout petit peu technique, mais je ne vais pas m'apesantir dessus. Trouver une plateforme de paiement qui accepte du contenu pornographique, c'est hyper compliqué. Enfin, PayPal veut pas, Stripe veut pas. Nous, on s'est fait jeter par toutes les plateformes de paiement. Donc, les gros acteurs du porn vont avoir les moyens de développer leur propre truc, il n'y a pas de souci. Mais en fait, quand tu es un petit producteur, c'est hyper casse-pied. Donc en fait, aussi ces trucs de mettre le porno derrière des walls, on va dire, est quelque chose qui est beaucoup plus accessible aux gros acteurs du game qu'aux petits acteurs. Voilà. Après, il faut savoir que le travail de fond qu'il faut effectuer, c'est quand même changer les paradigmes et aller travailler sur la déconstruction des système patriarcal, système viriarcal, parce que quand bien même il y aurait du contenu porno alternatif qui viendrait justement casser ces codes patriarcaux dans les actes et les relations sexuelles, si on ne détricote pas, comme tu disais très justement, finalement tous ces mécanismes qui sont plus qu'ancrés, c'est des millénaires que ça s'est installé comme ça. Alors le porno n'existe pas depuis des millénaires, le porno actuel, mais c'est quand même une suite logique qui nous a amenés jusque-là. Donc je ne sais plus qu'est-ce qu'il disait, une politicienne qui disait que amener en fait des éléments alternatifs finalement et plus égalitaires, mais dans un système mondialisé qui reste très inégalitaire, c'est pisser dans un violon en fait. Donc il y a vraiment tout ce travail-là à faire en parallèle, parce que on pourrait aussi targuer le porno alternatif, finalement, d'entrer dans le système capitaliste, puisqu'il fonctionne. Quand on parle des systèmes, ce n'est pas que le système patriarcal, c'est même le système capitaliste qui fait fonctionner tout ça. Les tubes, c'est des billiards que ça brasse. Je vous invite à regarder le documentaire d'Ovidie, en Pornocratie. C'est hallucinant. Rien que sur cette dimension-là capitaliste, on comprend que oui, c'est compliqué d'aller juste interdire. De toute façon, on le voit bien, dans les pays où la pornographie mainstream est soi-disant interdite, il y a effectivement d'autres moyens de contourner ces interdits-là. Et de toute façon, la règle, c'est que l'interdit est fait pour être transgressé. Donc, de toute façon, ça n'apporterait aucun élément constructif, finalement. Après, moi, je me dis, pour éviter aussi la fatigue militante, c'est vrai que j'ai tendance à essayer de ne pas voir trop large, parce que sinon... non, après, il faut s'unir dans l'action, c'est sûr. On va commencer par montrer un cuni, voilà. Un triple cuni. Un pas après l'autre, les petits pas. Mais non, mais Et après, on fait la révolution. Justement, toi, Nadia, dans ton cabinet de sexologie, tu accueilles des personnes qui doivent beaucoup te parler de pornographie. Pour nous partager un petit peu ton quotidien. Alors, je vous invite à lire le livre de Nadia, La sexualité dévoilée, parce que c'est aussi un peu un journal de bord de ton quotidien en tant que sexologue et aussi de sage-femme. Qu'est-ce que tu observes pour nous en partager un petit peu en lien avec justement cette consommation d'images pornographiques? Quels sont aussi un peu les outils que toi tu as pour aider les gens à y faire face, pour solutionner leurs problèmes? Ce que je rencontre assez souvent, c'est justement le cadre qui est posé sur la définition de ce qu'est un rapport sexuel. C'est déjà le commencement. On est en 2023, on parle encore de préliminaire. Donc déjà, si on parle de préliminaire, c'est qu'il y a un liminaire. Ce liminaire, c'est la pénétration. Pénétration pénovaginale, s'il vous plaît, déjà. Et ensuite, éventuellement, d'autres formes de pénétration. Mais ça reste vraiment et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs, le porno mainstream, c'est ce qu'il nous propose, des pénétrations à tout va. Et s'il n'y a pas de pénétration, on se pose même la question de est-ce qu'il y a eu un rapport sexuel ou pas. Donc, c'est problématique. Donc, au cabinet, ce qui arrive le plus souvent, c'est des désaccords dans les couples sur justement cette définition du rapport sexuel. Certains et certaines vous diront que le rapport, plus certaines que certains d'ailleurs, vous diront que le rapport sexuel commence avec un premier effleurement. Et puis d'autres vous diront non, un vrai rapport, s'il n'y a pas une bonne pénétration, c'est pas un vrai rapport. Sinon, c'est juste, c'est juste on a flirté.
Vous voyez, donc déjà, moi je crois à la performativité du langage. Les mots qu'on utilise déjà sont représentatifs de comment se représentent les choses. Donc oui, ce qui revient assez souvent, c'est quand même des schémas très stéréotypés que le porno mainstream propose, et de plus en plus jeunes. Donc de plus en plus jeunes, on a déjà un schéma de ce qu'est un rapport sexuel ou une relation sexuelle. Hein. Si je ne fais pas ci, ça, je ne rentre pas dans les clous. Et s'il me manque un élément, alors je ne suis pas normale. Et moi, j'en parle dans le livre, mais j'en parle aussi dans un travail de sociologie que j'ai effectué dans le cadre de mon mémoire de master et que je vais poursuivre en thèse. C'est justement la représentation des pratiques sexuelles, parce qu'elles sont chargées justement de tout ce que les systèmes que l'on peut imaginer, et notamment patriarco-viriarcal, nous enjoint, en fait, nous impose. Par exemple, le cas du vaginisme. Et on est, nous, professionnels de santé, les premiers et les premières pourvoyeurs et pourvoyeuses du système patriarcal. Quand une femme se présente avec, dit-on en termes médicaux, une dysfonction, donc elle fonctionne, donc c'est un robot déjà, et elle fonctionne par rapport à quoi, quelles normes Je le dis juste, le vaginisme, c'est quand ça fait mal, quand ça rentre. Alors non, le vaginisme, c'est quand il y a impossibilité de pénétration, voilà, d'un pénis, de doigts, d'un objet, voilà, tout à fait, sextoys ou autre, lors d'un examen gynécologique aussi. Et donc, moi j'ai vu en 10 ans une évolution quand même remarquable, c'est-à-dire qu'il y a 10-15 ans en arrière, des femmes venaient consulter pour vaginisme parce qu'il y avait un désir de procréation derrière. Donc, elles ne venaient pas parce qu'elles vivaient mal leur relation sexuelle. Elles avaient des orgasmes et elles les décrivaient très bien, et c'était OK pour elles et OK pour le compagnon. Mais elles venaient consulter parce qu'à un moment donné, dans en tout cas leur compréhension, il fallait une pénétration pour aboutir à une procréation. Aujourd'hui, j'ai des patientes qui viennent consulter, certainement pas, qui viennent consulter avec un diagnostic de vaginisme, certainement pas pour procréer. Elles ne veulent surtout pas avoir d'enfant pour l'instant. Elles viennent, dit-elle, parce qu'elles veulent être une vraie femme. Et une vraie femme, c'est une femme pénétrée. Donc là, c'est intéressant. On se dit, donc ça veut dire que ces stéréotypes, finalement, viennent atteindre même l'identité de la personne. Donc ça va assez loin. Et c'est intéressant, du coup, changement de paradigme, et tu en parles dans ton livre aussi, Olympe, arrêtons de parler de pénétration. Si on veut, à un moment donné, rendre aussi le côté actif des femmes, il y a circlusion. On a une langue qui est suffisamment riche pour pouvoir changer, et ça change complètement les paradigmes. Une femme pénétrée, une femme qui circule, c'est déjà pas la même chose. Si je circule, c'est moi qui vais chercher le pénis. Si je reste dans la relation hétérosexuelle, déjà, changeons plein de choses dans cette hétéronormativité pesante. Mais imaginons que je dis à cette femme, tu peux circuler. C'est-à-dire que tu peux, toi, aller être complètement active et chercher le pénis de ton compagnon. Ça change la donne. Elle n'est plus en position étoile de mer, je suis passive et j'attends, ou alors c'est forcément le compagnon qui va lui apporter du plaisir, Et ça, c'est valable, pour le coup, quand on commence par ça, après ça s'étend, c'est valable pour toutes les orientations sexuelles, pour toutes les identités de genre. Et c'est là où c'est intéressant. C'est pour ça que je dis, déconstruisons déjà la représentation, parce que oui, le système hétéronormatif est majoritaire. C'est lui qui est pesant et c'est lui qui impose ces normes sexuelles. Donc déconstruisons dans ce système-là, dans les hétérosexualités, et vous verrez, moi je le dis depuis toujours, c'est la marge qui éclairera le centre. Si on estime que le centre, c'est les hétérosexuels, eh bien prenons de la marge, parce que dans les pratiques sexuelles, justement, des personnes dites à la marge, on a beaucoup à apprendre. Mais réellement, c'est pas un discours pour faire beau, c'est réellement, moi je le vois cliniquement en réalité, parce que je vous dis, pour revenir à l'exemple des femmes qui viennent avec ce diagnostic de vaginisme, finalement quand vous les questionnez sur la pratique et qu'elles vous disent oui, mais en fait oui, j'ai des orgasmes et même de bons orgasmes et mon compagnon
se plaît aussi dans notre pratique et en tout cas, il ne m'exprime pas de souffrance ou quoi que ce soit, parce que si c'est le cas, ces patients-là, je ne les vois pas en couple, ils se sont séparés bien avant. Et on a des situations de couple, enfin moi j'ai accompagné des couples, 10 ans ensemble de sexualité non pénétrative. Donc questionnons-nous en fait sur les normes que l'on impose, et notamment que le porno mainstream nous impose. Écoutez, il est déjà plus de 21h et je trouve qu'on a bien balayé les sujets. C'était très intéressant. Et là, j'aime bien l'idée de finir sur, en plus, le terme de circuler. J'espère que vous allez toutes et tous en parler maintenant en utilisant le terme circuler pour changer un peu le vocabulaire. Circlure, pardon. Dis pas on peut dire circuler. Circlure. On cirque on quelque peut chose. Inventer des mots aussi, voilà. Tant que c'est pas pénétré. Enfin, voilà. Oui, bref. Moi, j'ai plein d'autres questions, mais il nous manque du temps et surtout, je pense que ce serait très chouette que vous aussi, vous puissiez vous poser vos questions et échanger avec ces 3 intervenantes. Donc, il y a un micro qui est censé circuler et pas circlure. Oui. Moi, je veux savoir c'est quoi circlure. Alors, qui veut définir le terme circlure? Quand on parle de pénétration, donc le micro, si je mets ma main comme ça, le micro pénètre. D'accord? Donc ça veut dire que ma main gauche, là, elle est passive. Okay? Par contre, si je décide que le micro reste statique et que c'est ma main gauche qui vient l'encercler, c'est ça la circlusion. Et encore mieux que ça, c'est si les deux s'y mettent. Voilà. Merci. J'ai envie de rajouter un tout petit truc. Même si on imagine dans une position statique, voilà, je reprends la main et le micro. En fait, c'est prendre conscience du fait que le fait que ma main tienne le micro, c'est pas passif. C'est qu'en fait, il se passe des choses dans mon corps pour que ce soit là. Et je peux aussi activer des muscles, notamment le périnée, pour donner du plaisir alors à moi-même, parce que quand j'active mon périnée, j'ai plus de plaisir. Et au micro. C'est très très important ce que vient de dire Olympe, parce qu'effectivement le périnée, donc tous ces muscles donc qu'on a autour du vagin et qu'on a dans notre bassin sont très peu connus des femmes et des hommes, et en règle générale les femmes découvrent leur périnée quand elles ont accouché. Et ça, c'est le cheval de bataille des sages-femmes, c'est de pouvoir inclure dans l'éducation aux sexualités, justement, la prise en compte du périnée des femmes et des hommes. Parce que, messieurs, vous avez un périnée aussi. Et les muscles périnéaux des hommes participent justement aux dites problématiques d'éjaculation précoce. Et très peu d'hommes le savent. Donc, ouais. Tu sais que moi, qui n'ai pas eu d'enfant, j'ai eu tellement de copines qui avaient accouché et qui m'ont dit « ça m'a changé la vie de faire la rééducation périnéale », que moi, en fait, je suis allée demander une éducation périnéale. Non, mais ouais. Mais pour prendre conscience, faire les exos et tout, tu vois. Je me suis dit, il n'y a pas de raison. Et c'était trop bien. Oui, c'est vrai j'ai appris plein de choses sur moi-même, quoi. J'ai senti mon corps différemment et tout. C'était franchement... On a fait un webinaire récemment avec l'association, justement, sur le périnée, avec deux kinés et une ostéo. Et il faut être adhérent, donc voilà, je vous dis ça, et vous y aurez accès. Et c'est très intéressant, et justement, je ne savais pas non plus. Moi, je ne savais pas qu'on pouvait faire de la rééducation périnéale sans avoir eu d'enfant, tu vois. Donc, est-ce qu'il y a une autre question ? Ah bah non, quand même. Ah, voilà. C'est pas vraiment une question, mais c'est plus une affirmation. Quand vous parlez d'éducation, c'est vrai que souvent au collège et au lycée, on apprend la procréation plutôt que la sexualité. Et en fait, l'idée de dire que le garçon met la petite graine dans la maman et dans son ventre, c'est complètement aberrant. Et c'est surtout, pour le coup, ça axe vraiment sur la pénétration. Et c'est déjà la base du problème, quoi. J'ai envie de rajouter un truc, moi qui m'a... C'est que, en fait, les représentations de la fécondation, où on montre les spermatozoïdes qui font la course et tout, et puis genre le plus fort, c'est le premier qui rentre dans l'ovule et tout. En fait, c'est une connerie. Ils font pas spécialement la course, il y en a plein qui sont là...
Voilà, ils font bien ce qu'ils peuvent, ils sont guidés par notre... tu dis, hein, si je dis des grosses conneries, ils sont quand même bien guidés par notre glaire cervicale, non, qui les aide grave. Et en plus, c'est un peu l'ovule qui sélectionne. Enfin, l'ovule n'est pas passif non plus. L'ovule sélectionne un peu le spermatozoïde, non? Tu vas le dire mieux que moi, je pense. Mais voilà, pareil, même le truc de le meilleur rentre dans l'ovule, c'est... C'est précisément encore une imprégnation du système patriarcal. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme la position gynécologique, comme beaucoup de choses, hein, où on a les hommes qui pensent à notre place, et toujours ce côté performant et conquérant. Donc oui, effectivement, il y a des spermatozoïdes qui sont complètement flagadas et qui arrivent à féconder si l'ovule l'accepte. Ouais, tout à fait. Et c'est une découverte très récente d'ailleurs. Hein. Et comme quoi, il n'y a pas une seule histoire qui n'est pas une morale. Même l'histoire du spermatozoïde et de l'ovule, c'est un script qui raconte quelque chose. Et j'ajouterais aussi par rapport à ce que tu dis, cette histoire qu'à l'école, on apprend effectivement la procréation et la complémentarité biologique, en fait, homme-femme. Déjà, ça ne prend pas en compte les personnes trans, les personnes intersexes. Et donc moi je conseille ce livre de Gabrielle Richard qui s'appelle Hétéro l'école, qui vraiment elle a étudié, c'est une sociologue du genre, elle a étudié comment on apprend les sexualités au Québec et en France. Et elle donne aussi des exemples de ce qui se fait dans des pays nordiques où en fait on n'attribue plus les organes génitaux selon des genres, enfin selon des sexes assignés. On parle de sexualité de la façon la plus ouverte et critique possible. Et surtout, ce qu'elle dit, c'est que présenter la sexualité comme une complémentarité biologique n'a pas de sens, parce que le but de la sexualité entre humains, à 99,9%, c'est le plaisir. C'est pas de faire des bébés. Donc voilà. Et donc c'est un super bouquin pour déconstruire un peu toutes ces questions-là. Voilà, je vous le conseille. Faire famille autrement aussi, qui vient de sortir. Ils ont un site internet aussi, il y a une séquence entière sur le clitoris qui est absolument passionnante et qui explique pourquoi cacher le clitoris dans les manuels scolaires encore aujourd'hui, c'est politique, donc le montrer aussi. Et il n'y a que 5 manuels scolaires en première qui montrent le clitoris encore aujourd'hui. Ça veut dire que tous les autres sont anatomiquement faux, ce qui est quand même un petit peu un problème. Tu sais qu'il y a même des manuels de médecine qui sont aussi faux sur l'anatomie du clitoris, et notamment son innervation. Et voilà, ce qui fait que en fait, tu as tout un tas de chirurgiens qui font notamment des labiaplasties. Ça, c'est aussi quelque chose qui est pas mal corrélé au corps qu'on nous montre dans le porno. Donc les labiaplasties, c'est le fait de demander à un chirurgien, une chirurgienne de nous couper les petites lèvres. Non, pardon, on ne dit pas les petites lèvres, les lèvres internes. Parce qu'en fait, ces petites lèvres ne sont pas forcément petites. Hein. Là aussi, c'est une appellation qui est un peu con. Donc, on va voir un chirurgien en disant moi, ça dépasse. En fait, de ce que je vois dans le porno, c'est pas censé être comme ça. Donc voilà, coupez-les-moi. Et en fait, il se trouve qu'il y a un grand nombre de patientes qui se retrouvent avec plus de sensibilité dans le clitoris. Et du coup, qui sont traumatisées, dépressives. Enfin voilà, donc et ça, c'est vraiment lié à la formation des chirurgiens, chirurgiennes et au problème de représentation d'anatomie du clitoris. Voilà. Autre remarque, quand on parle aux jeunes de porno, on parle beaucoup de pornographie et surtout de vidéos mainstream. Mais je trouve que c'est important aussi de dire qu'il y a d'autres supports d'excitation. Et notamment, il y a des audios, il y a des romans, il y a des écritures, de la poésie, et il y a de la photographie érotique. Et on n'est pas obligé de... Pardon, je disais des mangas. Oui, complètement. Enfin, il y a plein de supports. Et c'est important aussi d'en parler parce qu'on n'a pas tous les mêmes envies, les mêmes désirs. Et je connais notamment quelqu'un qui ne peut pas imaginer quelque chose par rapport au son, mais qui va plus avoir besoin d'images abstraites. Donc voilà, on est tous différents et on a besoin de représentation partout. Mais carrément, et c'est hyper créatif. Alors moi, par exemple, la semaine dernière, j'ai appris l'existence d'une catégorie de manga qui s'appelle Boys Love. Et en fait, vous connaissez moi, j'étais comme une folle. Donc en fait, j'en ai pas encore commandé, mais j'allais dire, si j'étais jeune, j'en aurais commandé, mais en fait, je vois pas pourquoi je me dis ça. Mais bon, en fait, c'est des mangas qui mettent en scène des amours, des romances, ou des amours plus franchement pornographiques entre des hommes, des jeunes hommes beaux.
Et voilà, et ce sont des mangas qui sont vraiment destinés aux jeunes filles au Japon. Et voilà, je trouve ça. Moi, j'aurais adoré qu'il y ait ça quand j'étais au lycée, quoi. Enfin, voilà. C'est sûr que c'est mieux que le Marquis de Sade, quoi. Ou les BD de mon beau-père qui n'étaient pas ouf non plus, quoi. Fluide glacial style. Non, plutôt des trucs Bukake et compagnie, quoi. Non, c'est intéressant ce que tu dis sur le Marquis de Sade, parce que en plus avec, on sait, à 50 nuances degrés, et puis du coup l'érotisation de la violence et de la soumission, en fait, c'est quelque chose qui revient assez souvent aussi maintenant dans les scripts. Hein. S'il n'y a pas, comme tu disais, hein, la petite bifle ou la fessée, on n'a pas vraiment fait quelque chose de super fun. Donc je pense qu'il serait intéressant, pour ceux qui veulent érotiser ça, qu'ils érotisent, hein, ça leur appartient, mais pouvoir en masse aussi érotiser tout le reste. Et tu disais, oui, que on a beaucoup à apprendre des personnes différentes, justement, parce que, oui, érotiser un lobe d'oreille, érotiser le creux d'un cou, érotiser un orteil, enfin, tout le corps est érotisable. Et je pense que c'est ce que, justement, tu proposes dans le porno alternatif, c'est de pouvoir décentrer les choses de la sacro-sainte pénétration. Et... j'aimerais aussi dire que moi aussi, je suis assez sciée aussi par cette érotisation systématique de la violence, tout en, en fait, ce qui me scie, c'est le fait que ce soit, comment dire, le script le plus communément admis. Et là, je vais pas du tout vers le porno. Je pense, tu sais, aux comédies romantiques, etc., qui sont souvent, basées sur fondées sur des scripts de harcèlement. D'agression sexuelle, que ce soit Blanche-Neige, À bout de souffle, Love Actually, toutes nos références, nos classiques sont fondées sur des hommes qui courent après des femmes pendant tout le film. Genre le truc le plus sexy, c'est de se faire plaquer contre un mur et que le mec nous veuille tellement que voilà, il nous arrache nos vêtements. Et je trouve ça fou parce que on est quand même très nombreuses à avoir vécu la violence. Et en fait, on sait que concrètement, la violence, quand elle arrive dans notre vie, que ce soit la violence sexuelle, la violence conjugale ou autre, en fait, c'est pas sexy du tout. On se retrouve dans un commissariat, on vit pas un moment très érotique, hein, on va porter plainte si on a envie de le faire. On a honte de ce qui s'est passé alors qu'on est victime. Enfin, c'est des trucs qui sont pas fun, quoi, la violence. Et je trouve ça dingue, hein, qu'on continue sur ce type de représentation, hein, parce que, encore 5 ans après MeToo, qu'on se questionne pas plus sur ce besoin qui est... en fait, j'ai l'impression qu'on confond vachement la violence et l'intensité. Qu'on se dit, s'il n'y a pas un petit peu, dans les amours, de souffrance, de drama, dans le sexe, un truc un peu costaud, quoi, c'est que c'est pas intense, c'est que c'est pas assez, quoi. C'est ça, et puis cette confusion de ce que transmet aussi le porno visuel, pour le coup, c'est qu'un non, c'est un oui, en fait. Et donc cette idée, avec de surcroît la violence, que finalement, les femmes n'attendent que ça et ne prennent du plaisir que là-dedans. Et on voit bien qu'effectivement, dans la réalité, dans la vraie vie, c'est pas du tout le cas. Et d'ailleurs, à décharge du BDSM, il est très structuré, hein, parce que justement, c'est codifié et les mots sont dits. Si je dis tel terme, c'est non. Si je dis tel autre terme, c'est oui. Donc voilà. Oh, merci de le préciser. C'est ça. Je voulais faire une parenthèse. Je me suis dit, je vais me perdre pour dire qu'effectivement, je visais pas du tout les pratiques BDSM. Quand je mentionnais le milieu, en fait, les leçons que m'ont donné le porno alternatif quand je suis partie vivre à Berlin. En fait, ces leçons me sont venues d'une communauté queer. Dont les pratiques étaient très globalement plutôt BDSM, et ce sont ces personnes-là qui m'ont éduquée sur le consentement. Tout simplement parce que les pratiques BDSM, incluant la possibilité de ressentir de la douleur, il est crucial de pouvoir parler au moment où on veut que ça s'arrête, de convenir en amont de « ok, moi je suis à l'aise avec ça et ça ». Et il y a une culture du consentement qui est beaucoup plus poussée que dans la sexualité vanille, hétéra, quoi. Tout à fait.
Je voulais ajouter par rapport à la question des films comédies romantiques que souvent il y a une scène de sexe dedans et que quand ça arrive encore, bon c'est très rare maintenant que je regarde ce type de film parce que c'est trop hétéro, mais quand j'en regarde, je me retrouve à en regarder encore, je ne peux plus regarder de scènes de sexe où il se passe pas un truc autour du clitoris, même au moins genre suggéré, quoi. Je me dis c'est plus possible qu'on représente y compris la sexualité dans des films comme ça, que même PG-13 où juste les personnes elles ont un rapport pénétratif et voilà, c'est ça la sexualité, quoi. Ça passe aussi peut-être par, dans ces contenus-là, avoir des scènes de sexe qui font la part à d'autres types de pratiques et où on ne voit pas forcément juste un rapport pénis-vagin. Moi, ce qui me fait dresser les poils des bras, c'est que c'est toutes les scènes de sexe où les gens se parlent pas du tout, tu sais, où c'est la première fois qu'ils baisent, et tu sais, ils se comprennent trop, tu sais, ils se regardent dans les yeux comme ça et... Je sais exactement ce dont tu as envie et tout, et c'est trop bon et tout. Et ils jouissent en même temps. T'es là, mais attends. Mais... voilà. Moi, j'aimerais bien que les gens se parlent un peu pendant le cul, globalement. Ça serait, voilà. Juste une chose, parce que je vous écoute et je m'écoute en même temps. Il y a peut-être des personnes dans la salle, ou si je me trompe, dites-le moi, qui n'ont pas forcément toutes les terminologies. Et c'est vrai que parfois on peut faire défiler des termes queer, tout le monde ne sait pas ce que c'est queer, LGBTQI+, tout le monde ne sait pas ce que c'est. Donc pour en revenir à l'éducation et sexualité, j'invite les parents à se faire un petit abécédaire parce que leurs gosses connaissent tout ça. Alors il y a plusieurs questions. Là, peut-être ici. Ouais. Moi du coup j'ai une question. Comment on fait, pratico-pratique, pour un premier soir, comment on fait pour essayer de sortir de ces trucs très normés où si j'ai un rapport un rapport hétérosexuel avec un mec, comment je fais pour essayer de changer, de faire en sorte que ce soit pas la soumission préliminaire, pénétration, quoi. Comment je fais pour essayer de sortir de ça et parce que c'est hyper facile de suivre le schéma qu'on nous a appris depuis qu'on est gosse. Comment on en sort? Tu veux répondre? Moi, j'ai des idées. Ouais. J'aurais dit déjà communication et communication. On est d'accord en fait que moi, je dirais que le premier truc, c'est de poser des mots sur nos envies. Et souvent, on se retient de le faire parce qu'on a l'impression que c'est pas très sexy. Ou que c'est malaisant ou quoi que ce soit. Et moi je propose avec la personne en question d'essayer de jouer le jeu, de poser des mots, de déclarer ce dont tu as envie, de poser des mots sur les parties de ton corps. Et en fait, il se trouve que c'est très érotique. De dire, moi là, j'ai envie que tu m'embrasses dans le cou. Est-ce que tu aimerais te déshabiller devant moi? Tu vois, et en fait, donc, je pense qu'il y a deux étapes. Peut-être réfléchir en amont à toi ce que tu aimerais, en fait, idéalement. Et puis ensuite, tenter d'établir une communication hyper transparente avec ton partenaire, sans avoir peur que ce soit... Ton ou ta partenaire, d'ailleurs. Sans avoir peur que ce soit pas sexe, quoi. Et tous les épisodes de Vox, vraiment, déclinent ça. Non, mais vraiment, sur 200 épisodes, en fait, on fait la démonstration que ça peut être hyper érotique et sexy de parler de consentement, de parler de ce qu'on aime, etc. Et du coup, si tu es majeur et que tu cherches de l'inspiration... Après, je rajouterais à ce que dit Olympe aussi, et ça, pour moi, ça fait partie intégrante de l'éducation aux sexualités, c'est de travailler l'assertivité. T'en parles pas plus bas, c'est de travailler l'assertivité. L'assertivité, c'est l'estime de soi, la confiance en soi, se donner de la valeur. Parce que le fond du problème, ta question est hyper intéressante et fondamentale. Le fond du problème, c'est est-ce que je me fais suffisamment confiance, finalement, pour oser dire ce que moi, je veux. Mais tout en écoutant l'autre, c'est pas moi, parce que bon, finalement on inverse les rôles, c'est pas le but. C'est de dire je m'écoute, je t'écoute et on s'écoute ensemble. Donc, mais pour ça, ça demande un travail d'assertivité qui fait totalement partie de l'éducation aux sexualités. Je peux dire un autre? Oui, tu peux, Olympe.
Parce que, non, mais du coup, je suis en ébullition. Je me réveille. Parce qu'en fait, dans la gymnastique du consentement à laquelle je réfléchissais, je me disais, il y a 3 ingrédients. Et en fait, un des ingrédients, c'est justement l'assertivité. Et en fait, le truc que tu peux pratiquer, c'est... alors, d'une part, c'est apprendre à t'écouter. Et pour ça, je prends l'exemple de... tu sais, quand tu n'as pas très envie de faire quelque chose et que tu as une petite voix qui te dit ouais, je m'en passerai bien, ouais, ça, j'ai pas trop envie de le faire. Et en fait, hyper souvent, on se fait soi-même la leçon. On fait, allez, vas-y, ce sera fait. Enfin, tu vois, on peut être hyper paternaliste avec nous-mêmes. Et je pense que c'est hyper important déjà de faire l'exercice. Quand on entend cette petite voix dans notre tête qui dit ouais, j'ai pas très envie de faire ça, là, je le sens pas, et ben déjà d'apprendre à l'écouter. Ça, c'est hyper important. Après, la deuxième étape, justement, c'est l'assertivité. C'est en fait, de pouvoir formuler ouais, j'ai pas très envie, ou oui, j'ai hyper envie de ça, sans avoir peur de vexer l'autre. Et ça, c'est hyper compliqué. Moi, jusqu'à mes 30 ans, bon, voilà, parce que moi, j'ai accédé tard à une éducation sexuelle, mais jusqu'à mes 30 ans, j'avais hyper peur de gêner l'autre, de le vexer. Je me disais, bon, bah, il fait ce qu'il peut, je vais pas... Voilà. En fait... pouvoir dire clairement non, ça me plaît pas, ça je préférerais ça. C'est pas, on va pas vexer l'autre, on va plutôt lui faire un cadeau, vraiment. Parce que généralement l'autre il a plutôt envie de passer un bon moment avec nous, il a envie que nous on passe un bon moment, et donc du coup pouvoir dire sincèrement là je me sens pas bien, comme ça je me sentirais mieux, et ben ça permet de donner une vraie chance à cette relation qui se noue. Et en fait quand on apprend à faire ces deux choses qui sont vraiment en fait la face de notre consentement à nous, c'est là qu'en fait on va réussir aussi à écouter l'autre et à accueillir l'assertivité de l'autre, à entendre non, ça j'ai pas envie, etc., sans le prendre personnellement, sans le prendre pour un rejet. Et du coup en fait le consentement, c'est effectivement, ça commence, c'est ce que tu disais un peu plus tôt, ça commence vraiment par soi-même en fait, savoir s'entendre et savoir s'écouter et savoir dire ok, enfin voilà, le prends pas perso, mais ça j'aime pas quoi. Et ça, c'est vrai, c'est partie intégrante de l'éducation des filles. C'est-à-dire qu'on nous éduque à être dans le care, à faire attention à l'autre et être toujours dans la satisfaction de l'autre. Et les garçons, voilà, on les éduque plutôt dans une affirmation de soi. Donc, éduquons-nous, nous les filles, les femmes, les jeunes femmes, dans cette affirmation de soi, sans avoir peur justement de vexer l'autre ou de perdre l'autre. Une autre question. Oui, alors moi j'ai plusieurs thèmes. J'avais 3 choses, mais du coup je vais rebondir par rapport à comment faire concrètement. Moi personnellement, ce qui m'a aidé, c'est, effectivement, se connaître à soi. Pour moi, c'est ce qui a été c'est ce qui est encore un grand chantier. Parce qu'à l'école, on nous apprend à muscler l'intellectuel, à être OK, il faut faire des débats d'idées, on fait des joutes, etc. J'ai raison, j'ai de l'autre à tort, etc. Et bon, il y a un petit peu les pratiques sportives pour éveiller le corps. Mais ce que j'ai découvert après, c'est qu'en fait, depuis toujours, dans mon corps, j'ai des sensations. Ça peut se contracter, ça peut se décontracter, je peux avoir des boules, je peux avoir toutes ces choses-là qui bougent à l'intérieur. On n'apprend pas à mettre des mots, déjà à en prendre conscience, c'est-à-dire ça existe, il y a des mots, et après les verbaliser. Et puis en fait, ces choses-là, ces sensations, je me suis rendu compte qu'elles étaient très importantes. Elles me disaient si oui j'ai envie et non j'ai pas envie. Et souvent, j'ai du mal à me décider parce qu'il y a plusieurs parts de moi. Il y a une part qui veut faire ci, une part qui veut faire ça. Et comment je dialogue avec toutes ces parts de moi. Enfin, voilà. C'est vrai qu'il n'y a pas que la petite voix. Hein. Il y a effectivement aussi le corps qui se noue. Voilà. Qui et alors, ce qui m'a aidée, c'est il y a la communication non violente. Faire des stages de communication non violente, ça, c'est extraordinaire pour pas que la sexualité, pour toute la vie. Il y a aussi les communautés sexpo. Sexualité positive. Sexualité positive. Alors oui, juste, dans un premier temps aussi pour moi, la danse. Parce que je trouve que c'est très bien, là on est en théorie, oui il faut faire ci. Je trouve que déjà s'inspirer avec Vox, c'est ça, oui ça peut donner des inspirations parce que effectivement quand on n'a pas été dans cette culture, quand on voit pas d'autres gens qui pratiquent, on ne sait pas comment on peut l'intégrer dans notre vie, donc déjà s'inspirer.
Et je pense que j'aime beaucoup la gymnastique du consentement, ouais, et se muscler sur des petits trucs. Et moi, le petit truc qui m'aide à me muscler, c'est de faire la danse de couple, ou parfois des danses collectives, des choses comme ça. Parce que là aussi, il y a du contact physique, et puis parfois, il y a des personnes qui dépassent un peu des limites, et puis savoir apprendre l'assertivité, et puis être dans le corps. Enfin, voilà, être dans des pratiques qui impliquent le corps. Je trouve que ça aide. Voilà. Et donc, pour faire ça, donc, il y a les ateliers Sexpo. Donc, il y a plusieurs communautés un peu partout en France et dans le monde. Et souvent, c'est dans des festivals comme les Burning Man ou les trucs comme ça. Et c'est des ateliers qui permettent de travailler justement, d'être dans des conditions safe et sécurisées, avec beaucoup de personnes ressources qui sont là s'il y a besoin de dialogue, de parler. Et je pense que, pour moi, ça, c'est la meilleure façon de pratiquer dans des environnements sécurisés où on peut faire des expériences. Et alors, ça ne va pas forcément... Il y a des ateliers où c'est juste du contact physique, d'autres ateliers où on va jusqu'à la sensualité, d'autres ateliers qui vont parfois jusqu'à la sexualité, parfois même jusqu'au BDSM. Voilà. Et à Bordeaux, je connais, y a un collectif qui s'appelle Intimidé, qui organise de temps en temps des trucs comme ça. Et il y a aussi We Love sur Bordeaux. Et alors là, c'est plus payant, mais voilà, il y a ça qui existe. Une question que j'avais, c'était parce que je trouve la sexualité, c'est un domaine... je me demandais si dans le porno alternatif, il y avait des scènes où ça peut démarrer mal, où il peut y avoir des mauvaises expériences, et expliquer comment on peut rattraper les choses, ou faire des... ce genre de trucs-là. Je ne sais pas si je suis très claire. Ouais, carrément, c'est hyper clair. Oui. Alors moi, un de mes films préférés que j'ai pas fait, c'est... de 36-Year-Old Virgin, le puceau de 36 ans, qui raconte, c'est un peu un documentaire porno. C'est Skyler, qui est un homme trans et qui estime qu'il est vierge alors qu'il a eu de nombreuses relations sexuelles parce qu'il n'a jamais vécu une pénétration. Et donc, il décide de documenter la première fois qu'il va recevoir une pénétration. Donc Skyler est un homme trans qui a une vulve et un vagin. Et en fait, dans ce film, il s'entoure d'une doula du sexe qui est une autre actrice, qui est une actrice porno, et il choisit un partenaire. Et en fait, il va pas y arriver. En fait, c'est pas le bon terme, pardon. En fait, il va se sentir mal au moment où se rapproche le moment de la pénétration. Il va se rendre compte qu'il n'a pas envie. Et il se sent hyper désolé parce qu'il y a un tournage et tout. Mais en fait, il n'a pas envie. Et ce qui est bien, c'est que les autres, le performeur et puis la doula du sexe lui disent non, mais en fait, c'est cool, on va documenter ça, etc. Donc voilà, ça c'est un exemple de trucs vécus pour de vrai. Après moi c'est vrai que quand j'écris dans le dernier film, comme j'avais un long métrage, j'avais plus de place pour donner vie à ce genre de situation. Donc il y a des trucs ratés en fait, et on rattrape pas le coup en fait, juste on s'arrête, on boit un thé, on fait autre chose quoi, parce que parce que là c'est des situations de rencontres sexuelles, donc de première fois. Mais en fait, même, je trouve, moi, dans mon couple, quand ça le fait pas, que je suis pas dedans et tout, on met Netflix, quoi. C'est pas très grave. Oui, mais je me disais, par exemple, peut-être une scène qui a peut-être pas été trop bien vécue, d'avoir le dialogue de dialogue après, qu'on parle d'aftercare, voilà, ce genre de choses-là. Oui, franchement, je consomme très peu de porno, même alternatif, parce que je fais un peu une overdose, mais je suis sûre que sur les sites de porno alternatif, il y a ça. Typiquement, l'aftercare, c'est un truc que j'ai pas inclus dans la fameuse orgie porno et que je regrette, mais parce qu'à l'époque, j'avais pas cette notion-là encore. Parce qu'en fait, c'est l'éducation sexuelle, c'est un chemin, toute sa vie, hein, et surtout quand on commence comme moi assez tard. Donc. Et alors, je voulais juste rajouter un dernier truc. Autre endroit où on peut pratiquer ces genres de choses. Et puis, je voulais aussi savoir si vous étiez intéressé à ces sujets-là de tantra et slow sex. Moi, pour ma part, j'ai fait plusieurs émissions sur Beurre FM
sur les thématiques tantriques, slow sex. Ça a étonné pas mal de monde, hein, déjà l'équipe sur le plateau, lorsque notamment j'ai parlé de la possibilité d'avoir un rapport sexuel avec pénétration sur une verge qui n'est pas en érection. Ce qui est, dans la pratique tantrique, quelque chose de totalement possible. Mais encore faut-il connaître. Et ça a ouvert les portes d'autres possibles aux auditoristes, en fait. Oui. Donc oui, effectivement, dans cette société du fast tout, alors mettre un peu de slow, c'est pas mal. Moi, je voulais rebondir par rapport à la notion de consentement et de porno sur justement cette sexualité patriarcale. Et donc, je suis aussi sexothérapeute et dans le cabinet, je reçois aussi des jeunes femmes qui ont eu, enfin, en l'occurrence, là, je pense à 2 patientes, qui vivent des dates one shot et un coup d'un soir et qui me disent oui, mais je peux pas arrêter, quoi. Il faut qu'ils finissent. Et non. Et ça, c'est important de pouvoir entendre que la finalité du rapport sexuel, c'est pas l'éjaculation. Et que hors ça, effectivement, dans le porno, on arrive à ça. C'est aussi ça qui est mis en avant par rapport à cette suprématie masculine. Et de pouvoir se dire que non, on a le droit de dire non et de pouvoir arrêter à tout moment un rapport, que ce soit sur le premier date ou sur le 350 millième date avec le même. Ouais, on a le droit de dire non et on a le droit de dire ok, on arrête et on se fait un câlin et on va boire un Netflix, on va boire Netflix, on va boire un thé devant Netflix, voilà. Mais c'est important d'entendre ça, je trouve, justement dans l'éducation de nos jeunes gens et de nos gens plus mûrs, parce que dans ma génération, c'est aussi ça qui est dans la tête. Le rapport sexuel ne se finit pas avant que l'homme finisse, hein, que les choses soient claires. Alors si, il se finit quand on le décide ensemble. Et oui, ça, c'est OK. Et les hommes ne se tordent pas de douleur au sol en hurlant quand ils n'ont pas éjaculé. Voilà. Et je rajouterai comme rappel de ce que disait Nadia tout à l'heure, là où la marge peut éclairer le centre, c'est qu'un rapport entre lesbiennes, ça n'a pas de début et ça n'a pas de fin. C'est tout le temps. Alors, on va prendre une dernière question. Du coup, j'ai une question. Parce qu'en fait, j'ai commencé il y a pas très longtemps la sexualité. Et en fait, le problème, c'est que à chaque fois que ça se passe, ça arrive, j'ai peur de blesser la personne en lui disant que ça se passe mal ou quoi. Et du coup, je sais pas si vous auriez des conseils pour s'exprimer sans blesser ou sans que ça se passe mal après, justement. Merci. C'est-à-dire que tu as peur de lui faire mal ou que la situation se passe mal. Oui, c'est ça. En lui expliquant que ce qu'elle fait, ça me plaît pas ou quoi. Enfin, j'ai peur de blesser ou... De vexer, de faire de la peine, quoi. Oui, c'est ça. Est-ce que toi, tu oses exprimer ton ressenti ? J'essaye, mais c'est un peu difficile. Enfin, j'ai cette peur-là que ça blesse ou que ça fasse mal après, quoi. Le meilleur moyen de ne pas entrer en conflit ou d'éviter de blesser l'autre, déjà de ne pas utiliser le tu. Donc, c'est pas tu fais mal ou tu ne fais pas comme j'aimerais. Mais c'est de parler tout simplement de son besoin, de tes besoins à toi. C'est-à-dire que voilà, tu n'impliques pas l'autre dans ton besoin. C'est toi, tu poses ton besoin. Et puis, l'autre en face, soit accepte de cet échange et puis d'entrer dans la relation et puis d'arriver à satisfaire ton besoin, de vouloir satisfaire ton besoin ou pas. Donc pars toujours de toi comme base. C'est ce que je pourrais dire là comme ça de but en blanc. Ouais, carrément. Et puis concrètement, je sais pas, tu peux réfléchir à des expressions avec lesquelles tu te sens bien. Par exemple, je sais pas, après chacun a les mots qu'il préfère. Mais moi par exemple, un truc qui me viendrait... c'est je me sens pas très à l'aise. Ouais, après je me dis dans le cadre d'un rapport où il n'y a rien qui plaît. Non mais... J'aime comme tu prépares le thé devant Netflix. Une alternative.
Ouais, dans le cadre, dans le scénario, on va dire un peu cata, où il y a vraiment rien qui plaît, où tu vois, comme je disais, t'aimes pas juste l'odeur de l'autre. En fait, l'autre y est pour rien. Là, vraiment, c'est juste, voilà, l'alchimie prend pas. Je pense que tu peux aussi suggérer de faire autre chose. Hein. En fait, on se met vachement la pression pour qu'il y ait du sexe dans nos vies. On a l'impression que voilà. Mais qu'on soit jeune ou qu'on soit après en couple, tu sais, on tient un peu un calendrier de combien de fois on a baisé et tout. On se trouve nul si on n'a pas baisé X fois. Alors qu'en fait, il y a plein d'autres trucs très sympas à partager. Et on peut avoir des super relations avec les gens sans partager de sexe. D'ailleurs, on peut aussi avoir des relations intimes avec les gens où on partage que des câlins. Enfin, tu vois, moi j'ai déjà eu des relations avec des gens, plutôt à Berlin où les gens étaient un peu plus open, quoi. Mais on se faisait des câlins au lit, mais pas sexuels. Tu vois, moi, je gardais une culotte, on dormait ensemble. Mais voilà, avec un mec. Et hétéro, voilà. Donc, en fait, quand on se rend compte En fait, quand on se rend compte que le rapport sexuel lui-même, c'est pas quelque chose qui se passe bien, c'est pas une porte qui se ferme définitivement. Il y a en fait, il faut réussir à penser de façon un peu moins... tu vois, noir-blanc, manichéenne. Il faut se dire, OK, bon, là, ce truc-là, entre nous, c'est pas top, ça me plaît pas trop. Mais en fait, on peut faire plein de trucs. Et donc, du coup, cette proposition, dans ce cadre-là, de dire j'aime pas trop quand il se passe ça entre nous, mais j'aime beaucoup quand il se passe cette autre chose, marche très bien. Parce que cette autre chose, ça peut être quelque chose qui est intime, mais pas sexuel. Je sais pas, est-ce que ça te parle, par exemple, de partager une intimité sans qu'il y ait rapport sexuel, mais enfin, je sais pas, où tu peux avoir envie juste d'embrasser la personne, ou juste... c'est un truc qui te parle ou pas Je suis curieuse. Enfin, je veux dire, est-ce que je suis à côté de la plaque ou pas? Enfin, je suis pas curieuse de ton intimité. J'essaie de voir si ce que je dis. Nous sommes 120 dans la pièce. Pardon, on t'écoute. Pardon. T'es pas du tout obligé de répondre. Je voulais juste savoir si c'était un truc, mais t'es pas du tout obligé de répondre. Ça me dérange pas. J'ai aucun problème avec ça. Juste, je sais pas. Parce que c'est la première et je sais pas s'il y a mieux, s'il y a pire, si c'est vraiment mal. Je sais pas comment l'expliquer en fait. Et en fait, là, tu vois, c'est exactement ce truc où tu as une petite voix, où tu as quand même une sensation, et il faut que tu saches lui faire confiance. En fait, un rapport intime, c'est plutôt censé... En fait, déjà, c'est pas un truc obligatoire dans ta vie. Et donc, si tu fais entrer ça dans ta vie, c'est plutôt censé apporter quelque chose de chouette et qui te fait te sentir bien, quoi. Donc, en fait, il n'y a pas à comparer. Il n'y a pas à comparer avec les autres expériences. C'est plutôt... voilà, comment ça me fait sentir. Et en fait, ça, c'est la réalité de la situation. C'est ça qu'il faut écouter. Oui, désolée. Parce que juste, j'ai pas égrené tout LGBTQIA+, mais dans la communauté, il y a aussi les personnes qui sont asexuelles et qui ne sont juste pas intéressées attirées par la sexualité. Elles peuvent quand même avoir des rapports sexuels, ça n'empêche pas, mais voilà, après, c'est comme on vit dans une société qui met la sexualité au centre de nos vies, qui dit que pour être un adulte, une personne accomplie, il faut que la sexualité fasse partie, qu'on baisse souvent, comme tu disais, etc. Ça peut être difficile de se reconnaître dans cette catégorie-là, mais le fait de dire ça existe, en fait, bon, et c'est pas une maladie, c'est pas pathologique, c'est juste... c'est une orientation comme une autre. Voilà. Ça peut être aussi une réponse au fait que ça ne le fait pas, mais c'est peut-être pas celle-là. Voilà. Je voulais juste le dire au cas où. Merci. Pardon ? On peut conseiller des vidéos aussi pour regarder ensemble et donner des idées de ce qu'on aimerait faire. Aussi, sachant, donc, elle disait, on peut aussi regarder des vidéos ensemble pour trouver des idées de ce qu'on a envie de faire. C'est une bonne idée, toujours en appliquant le consentement. Est-ce que tu as envie de regarder une vidéo, etc. Mais checker après. Checker après, parce qu'on peut, en préalable, penser qu'on va aimer telle chose, et en fin de compte, c'est pas le cas. Et finalement, l'autre continue à croire que c'est ça, et puis il ou elle s'acharne. Tu m'as dit que tu aimais ça, donc je continue. Donc c'est intéressant, et ça, là pour le coup, c'est une leçon même pour nous adultes, c'est de pouvoir, après une relation sexuelle, s'autoriser à poser les choses, ou verbalement, ou corporellement, mais envoyer des indicateurs. C'est trop génial d'avoir des questions de jeunes adultes ou pas, majeurs ou mineurs. Franchement, moi d'habitude, j'ai pas ces échanges-là et je trouve ça trop cool. Donc franchement, merci de poser vos questions comme ça de façon ouverte. Voilà, c'est super.
Merci beaucoup. Et dernier truc, la réaction de la personne en face de toi lui appartient à elle. C'est pas ta responsabilité. Toi, tu vois, si tu respectes ce truc de parler de toi et de poser ton besoin, comme Nadia l'a très bien expliqué, après, si la personne réagit mal, voilà, il faut rendre à César ce qui est à César. Tu peux pas, tu vois, tout gérer non plus, quoi. Merci beaucoup. On peut les applaudir, je pense. J'en ai des petits frissons.